sans doute très bancal parce que ma voix risque de me lâcher, donc j'ai pris ma boisson. Je fais de la pub pour Ice Tea. Attendez, parce que du coup j'ai 0 cardio là. En plus on est pris par le temps parce que je suis encore sur ma pause du midi, donc dans 1 heure il faut que je sois au travail. Bref, attendez, j'allais vous parler sans faire mon intro. Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie, donc la partie 4 sur 4, des recommandations pour Noël. Donc on a fait les romans adultes contemporains, on a fait les romans jeunesse young adultes, on a fait les beaux livres. Aujourd'hui on va faire tout ce qui est graphique, donc manga, album et BD. J'ai essayé pareil de mettre un peu tous les âges, tout sera listé en barre d'infos si jamais. Pour ce qui est des mangas, surtout les séries et tout, si je suis sûre de connaître les tomes et l'état des séries, je vous le préciserai, sinon je vous mettrai entre parenthèses dans la barre d'infos à la suite des titres combien il y a de tomes actuellement. Voilà. Ma foi, on va commencer, on va essayer d'être concis, d'être rapide et efficace. Je garde ma veste aujourd'hui parce que je trouve ça stylé et puis parce que j'ai froid, on va pas se mentir. Tout d'abord, on va parler album jeunesse. Donc, je vous en présentais 3 pour le premier âge. Vous voyez, on va être sur du livre cartonné que je n'ai pas avec moi pour l'instant. Mais je vous mettrai les inserts des couvertures. Le premier c'est Occupé, c'est une petite réécriture très drôle du conte des 3 petits cochons et du grand méchant et du petit chaperon rouge. Voilà, on a tous ces personnages et en fait l'histoire c'est que on a un arbre, un chêne, un arbre qui est un WC public et du coup on a nos personnages qui font la queue parce qu'ils ont envie d'aller aux toilettes. Mais à chaque fois la petite voix dans le cabinet de WC leur répond que c'est occupé. Donc ils attendent, ils trépignent d'impatience, il y a des personnages qui arrivent encore à faire la queue, et nanani, nanana, on est tous impatients, on a envie de faire pipi, ça devient pressant. Et la personne qui est dans les cabinets de WC va dire j'ai fini, je remets mon slip, je remets mon pantalon, et tout le monde à côté lui dit plus vite, on veut faire pipi. Et au final, quand la personne aux toilettes leur dit c'est bon, j'arrive, j'ai fini, et qu'elle ouvre la porte, il s'avère que, évidemment je spoil, mais voilà, les enfants ne vont pas regarder cette vidéo, évidemment c'est le grand méchant loup qui sort de l'arbre et du coup tout le monde s'enfuit en courant et du coup le loup se retrouve un peu sur les fesses parce que c'est bien la peine de le presser quoi. Donc voilà pour ce premier livre que je vous présente, pareil c'est aussi un tout cartonné donc pour... pas bébé, mais pour, aller 1 à 2 ans, enfin, vous voyez, quelque chose de très ludique, de très drôle. C'est le Ça. Dans le Ça, qu'est-ce qui se passe? Dans le Ça, la maman de Jules arrive dans le salon et découvre une petite crotte. Et donc, elle va regarder Jules et elle va dire, Jules, c'est quoi ça? Et Jules va répondre, ça, c'est le Ça. Et du coup, là, ça va être toute une petite sorte de quiproquo. Et en fait, au final, il va s'avérer que le Ça, c'est le chat. Mais comme Jules ne parle pas très bien, il dit le Ça. Voyez, donc pareil, très drôle, je vous recommande. Et le troisième livre, pareil, premier âge cartonné, c'est Bonjour Facteur. Donc là, on va suivre un facteur qui distribue du courrier, mais pas n'importe quel courrier, il distribue les bébés animaux. Donc dans les premières pages, vous allez avoir le facteur qui va distribuer un bébé par-ci, un œuf par-là, etc. Jusqu'à la fin où donc on voit chaque famille avec son nouveau-né. Et à la fin, il dépose un œuf dans une famille. Et quand l'œuf va éclore, c'est pas du tout le bébé animal de l'animal de la famille d'origine. Je crois que ce sont des pingouins. Et il s'avère du coup au final que à chaque fois le facteur se trompe. Et donc du coup, ces 2 animaux, ces 2 parents ont une famille avec plein d'enfants animaux différents en fait. Parce que voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'œuf. Donc à chaque fois, c'est un petit peu surprise. Donc voilà, c'est une petite diversité, un petit peu de représentation, c'est très sympa, très drôle. Donc voilà mes recommandations pour bébé premier âge. Ensuite, sur des livres un peu plus pareil, des albums plus à partir de 4, 5, 6 ans, ça va dépendre de pas d'ouverture d'esprit de votre enfant, mais enfin d'enfant dans votre entourage, mais voilà, j'ai essayé d'aller sur des histoires
plutôt drôles. Pareil, ce sont des albums que j'ai lus. J'aurais pu vous en présenter des dizaines et des dizaines, mais bon, ça pourra faire l'affaire d'autres vidéos, genre mes albums préférés. Mais là, j'ai essayé de parler un peu de valeurs sûres, qui marchent toujours. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de Renard et Petit Georges. Dans Renard et Petit Georges, on va suivre donc Renard, Petit Georges et ce petit haricot. Et en fait, tous les trois vont tomber dans un trou. Et du coup, ils vont devoir trouver une solution pour sortir. Et pour l'instant, la première solution qui apparaît, c'est de planter le haricot et d'attendre qu'il pousse. Sauf que forcément, ça risque de prendre du temps. Et donc du coup, voilà, on est sur une histoire d'amitié. C'est très drôle. Il y a d'autres albums, donc c'est chez Margot. Il y a d'autres albums avec Renard. Je ne sais pas si Petit Georges est dans tous, mais en tout cas, à chaque fois, on retrouve Renard. Donc je crois qu'il y a Renard avec les poules, il y a Grizzly et le renard. Enfin, à chaque fois, c'est super drôle. Je vais pas vous faire d'insert, mais je vais vous montrer à la caméra un peu les intérieurs. Pour vous montrer que c'est trop mignon au niveau des couleurs. Puis on n'a pas trop de texte, donc vous voyez, c'est très abordable. Voilà, on est sur des très belles couleurs, un petit peu pastel, toutes douces. Voilà. Donc ça, pareil, c'est trop mignon. De toute façon, je montre que des trucs mignons parce que j'adore les trucs mignons. Ensuite, alors là je vais vous présenter deux livres en même temps. On est sur deux livres du même auteur, illustrateur. J'ai toujours un petit doute. Là il n'y a qu'un nom, donc je suppose qu'il fait les deux, le monsieur. Alors attendez, faut que je rebois parce que sinon déjà je vais perdre ma voix d'ici la fin. Là vous êtes avec Rocky Balboa pour la vidéo. Vous savez ce qu'il y a dans mon top 10 des choses que je déteste dans la vie? Ça, les bouchons qui s'enlèvent pas là. Donc encore, je peux prendre sur moi, mais alors la cristalline avec celui qui te pince les lèvres là, pas possible. Bref, donc deux ouvrages, deux albums de Joe Todd Stanton qui sont Jules et le renard et Le secret du rocher noir. Alors, Jules et le renard, pareil, on va suivre Jules et le renard, waouh. Donc Jules, c'est notre petit mulot qui lui, il vit tranquillement sa petite vie avec sa famille, sa communauté de petits mulots. Et il vit sa belle vie, et il n'est jamais enquiquiné, il fait toujours en sorte d'éviter le danger jusqu'au jour où en fait Renard le surveille depuis un moment et ce fameux renard va tenter d'attraper notre cher Jules, sauf que il va se retrouver coincé dans le terrier. Et du coup, à partir de là, Jules va un peu le narguer en mode ah bah tu fais moi le malin et tout. En plus, déjà voilà, t'es coincé, tu me gênes, moi je peux plus faire ma vie. Et Renard va lui promettre de ne pas le manger, de ne pas le croquer s'il l'aide à sortir. Donc de là, Jules va essayer plein de solutions pour essayer de sortir Renard de ce trou. Et bah pareil, comme pour Renard et Petit Georges, on va avoir toute une amitié qui s'installe. Donc pareil, très drôle. Quand c'est sorti, je l'ai littéralement offert à tous les enfants de ma famille. Voilà, il faut le dire. C'est le business. Et du coup, du même illustrateur, je dirais que celui-là, on est plus vers 5-6 ans peut-être, parce que l'intrigue est peut-être un petit peu plus complexe. Le secret du rocher noir, on va rencontrer Erin, qui est une jeune fille qui est fascinée par les gens du rocher noir. Donc le rocher noir, c'est un bloc pointu qui est au milieu de la mer et selon les pêcheurs, il est il est coupable de tous leurs maux parce que dès qu'on s'approche trop, le rocher noir détruit tous les bateaux. Vous voyez, une sorte de malédiction. Et Erin, elle a toujours ce truc de se dire est-ce que les légendes qu'on raconte c'est vrai ou pas. Donc Erin vit avec sa maman et son chien et sa maman est pêcheuse. Et en fait, du coup, Erin, comme c'est une enfant, elle n'a pas le droit de prendre la mer, donc elle ne peut pas s'approcher du rocher noir. Et un beau jour, elle va décider de se cacher sur un bateau pour s'approcher. Sauf que, arrivé à l'endroit du bateau, pardon, j'essaie de vous trouver une planche un peu sympa. À la suivante, je crois qu'elle l'est. Voilà. Vous voyez, vous avez même une double page comme ça. Je trouve ça très joli. C'est très. En plus, le papier est un peu texturé, un peu parchemin. Donc j'aime beaucoup. Et du coup, un mauvais mouvement de bateau, Erin tombe à l'eau et du coup, elle plonge. Et elle va faire face à ce fameux rocher noir et elle va découvrir que c'est pas du tout
le monstre de la mer, mais que justement c'est un rocher qui préserve la vie maritime et que autour de lui vivote toute la vie aquatique, les poissons, les plantes, enfin voilà. Donc il va sauver Erin, il va la ramener à la surface et donc elle va pouvoir aller faire en sorte de déconstruire tout le mauvais mythe en fait qui est autour de ce rocher noir pour qu'il se fasse accepter par la population. Donc voilà, c'est très chouette. Les dessins sont trop mignons et j'aime beaucoup cet auteur. Donc voilà. L'album suivant c'est Goupil et Fils Custrumier. Alors, c'est un album très rigolo avec des couleurs un petit peu plus vives, un petit peu plus pétantes que ceux que je vous ai montrés jusqu'ici. Ici, on va suivre Goupil, qui est le père de Rox, le petit renard là, et il est fabricant de queues. Donc, vous avez des costumiers, voilà, ici on a des costumiers. Et du coup, tous les animaux viennent chez Goupil et Fils pour trouver des queues. Voilà, il y a diverses queues pour toutes les occasions, comme vous pouvez avoir des chapeliers, j'allais dire chapeautiers, pas du tout, des chapeliers ou alors même des perruques, vous voyez, là, dans cette livre-là, ce sont les queues. Et jusqu'au jour où Rox, le fils, lui, a des envies un petit peu plus extravagantes, il a envie de proposer des queues autres que les queues traditionnelles d'animaux traditionnels, et donc il va essayer de faire entendre à son père ses idées et les faire accepter. Donc voilà, on est sur un dessin un petit peu différent. Je sais pas du tout si je cadre bien, ça peut être catastrophique comme ça peut être très sympa. Voilà, c'est trop chouette, c'est sur la couture, des petits renards. Je pense que vous avez trouvé que je suis très renard, surtout quand c'est bien fait dans les albums. Mais voilà pour celui-ci, Goupil et Fils Custumier, c'est trop cool. Et l'avant-dernier album que j'ai à vous présenter, c'est La Petite Boutique aux Histoires. Ici, pareil, je dirais que c'est un peu comme pour le Rocher Noir, on va plus être vers 5-6 ans, voilà. Parce qu'on est sur un livre où on va avoir, je vais vous montrer une petite, hop. On va avoir un petit peu plus de texte. Voilà, et même au niveau de l'intrigue, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus complexe où il faut vraiment une certaine concentration et une imagination un peu plus développée. Ici, on va montrer Giuseppe Peroni qui est cordonnier et donc c'est le meilleur d'où il vit. Donc dès que des gens ont des petits soucis de souliers, ils lui amènent leur père et Giuseppe fait de sa magie, répare les souliers, les ajuste, les améliore. Parce qu'il sait toujours lire dans le soulier, dans le sens où il va y avoir un soulier, il va savoir ce qu'il en est de son propriétaire. Oui. Et de temps en temps, Giuseppe ouvre sa boutique aux jeunes enfants du quartier et il va leur conter des histoires parce qu'il invente des histoires très extraordinaires, très fantastiques, très rocambolesques. Sauf qu'un beau jour, un soir, une dame, une duchesse, vient lui faire une demande, une commande de souliers parce qu'elle est toute petite et elle voudrait être plus grande. Donc elle lui passe commande pour lui créer la paire qui lui conviendra le mieux. Donc Giuseppe se met à l'œuvre sous l'œil avisé d'un garde du corps qui fait 3 mètres de haut. Et quand son œuvre est terminée, il est emmené au château pour présenter la paire de bottines. La duchesse est satisfaite, sauf que là, au lieu d'être grassement remercié, il va se retrouver enfermé dans les sous-sols du château. Et évidemment, la population, de voir que Giuseppe n'est pas dans sa cordonnerie alors qu'il ne quitte jamais les lieux, c'est très bizarre. Et donc, ils vont s'allier pour monter un plan et le sauver. Et ce sont ces histoires extraordinaires qui vont sans doute le sauver. Je n'en dis pas plus, mais c'est très chouette, c'est très dynamique et ça fait vraiment un très beau travail d'imagination. Donc je pense que ça pourra plaire. Le dernier album que j'ai à vous présenter, pareil, là je dirais qu'on est plus sur du 6-7 ans parce que on a quand même une certaine subtilité dans le récit. Je vais vous parler de La Petite Bûche. Alors La Petite Bûche, c'est hilarant. Vraiment, c'est hilarant de chez hilarant. On est sur notre personnage Robir, donc, qui est un ours et qui a envie d'écrire sa première histoire. Sauf que le problème de Robir, c'est que c'est un ours et qu'il a des grosses pattes. Donc pour écrire sur une machine à écrire, forcément, on a des fautes d'orthographe, des fautes de frappe qui se glissent.
Et c'est là toute la subtilité du récit parce que du coup, vous voyez, donc là on est sur un dessin un petit peu plus simpliste, je dirais. Enfin, je dirais pas que c'est moins travaillé parce que c'est faux, mais voilà, c'est plus abstrait, on est moins dans le détail. Et du coup, on suit Robir qui écrit son histoire et on a notre pote l'écureuil là qui ponctue le récit de remarques piquantes. Vraiment une petite peste cet écureuil. Et du coup, en fait, la forme du récit est particulière parce que, vous voyez, on va avoir du coup le récit que Robir tape et notre écureuil qui va ponctuer le récit de remarques. Donc par exemple, là, vous voyez, donc, il corrige bûche en biche. Donc les fautes de frappe sont écrites en rouge. Et là, il va dire elle aimait s'allonger dans l'herbe, au pied des arbres en pleurs, pour écouter chanter les ciseaux. Et là, du coup, à partir de ça, l'écureuil, n'importe quoi, t'as déjà entendu des ciseaux chanter. Et vous voyez, il va ponctuer toutes ces idées et ces fautes en fait pour que ça paraisse grotesque. En fait, c'est un album un petit peu absurde, un petit peu grotesque dans l'humour. Et moi j'ai trouvé ça hilarant. Genre il y a des fautes de frappe, elles sont trop drôles et ça rend l'histoire tellement bête qu'avec un enfant ça marchera forcément. Donc voilà, après il faut avoir les subtilités des fautes de frappe, donc c'est pour ça que je vous dis plus ouais vers 6, 7, 8 ans quoi. Parce qu'on n'a pas trop de texte, mais tout l'intérêt de l'histoire c'est dans ce qu'il y a entre les lignes. Donc voilà pour faire une transition sur un livre qui est mi-album, mi-BD. Donc pareil toujours pour les jeunes, je vais aller graduellement. Pareil, je dirais à partir de 8-9 ans, s'ils peuvent commencer à lire de manière autonome, avec la série La famille Vieille Pierre. La particularité de cette série, c'est qu'on est sur, oui, donc je vous dis déjà un format un petit peu à la fois entre album et BD, parce que vous voyez, vous allez avoir quelques bulles, et puis le découpage va se faire. Alors, attendez, je vais vous mettre une qui est un peu. Vous voyez, on va avoir plus sous forme des fois de bulles, de cases et avec un peu de texte. Donc c'est pour ça quand même à partir de, je pense, 8-9 ans, si c'est pour quelqu'un qui commence à lire seul. Et on est sur des tomes qui sont compagnons, donc ils peuvent se lire indépendamment, mais il y a quand même un petit lien. Et on a toujours un aspect mythologique, donc les dieux, etc. Donc je trouve que c'est sympa, si voilà, pour aborder la mythologie dans une ambiance. Et c'est aussi de Joe Stanton qui a fait Jules et le renard et Le secret du rocher noir. Donc comment vous dire, de foncer. Voilà pour ça. Ensuite, pareil, comment ne pas vous parler de Sacha et Tom Cruise. Donc c'est une BD jeunesse, pareil à partir de 10-11 ans. Pour l'instant il y a 5 tomes, le 5e est sorti là récemment. Pareil, le tome 1 est sur les Vikings aussi, et on est aussi sur du voyage dans le temps. Ici on va rencontrer Sacha qui est un petit garçon de 10 ans qui vit avec sa maman qui est antiquaire brocanteur, enfin vous voyez qu'il y a des objets un petit peu vieux qui ont toute une histoire, etc. Et lui, il a toujours demandé d'avoir un rat parce qu'il veut être un peu scientifique et tout ça, faire des expériences. Au final, il s'est retrouvé avec un chihuahua qui s'appelle Tom Cruise parce que c'est l'idole de sa mère. Donc, il se retrouve avec ce petit chien et c'est un chien qui n'en fait qu'à sa tête. Et un beau jour, suite à une petite maladresse, il va se retrouver projeté à une autre époque. Donc, en l'occurrence ici, dans ce tome-là, les Vikings. Et il va falloir trouver une solution pour en sortir parce que du coup, dès qu'il va toucher l'un des objets de sa mère, il va pouvoir aller dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je l'explique très bien, mais en fait je veux pas trop en dire parce que je veux pas trop spoiler. Mais à ça s'ajoute le fait que le papa de Sacha a disparu et du coup on a également cette quête du parent tout au long des tomes. Donc c'est top. C'est top parce qu'on a le côté historique, on a le côté humour. Je vous ai montré l'intérieur de l'autre. Je vais vous montrer une planche ici. Là, pareil, on est sur du dessin, je dirais un petit peu. Pas. Je sais pas si. Pas aquarelle, non, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous voyez? On est sur quelque chose de très doux, même dans les couleurs. Et donc, selon les tomes, après, ça varie. Mais je peux que vous recommander cette série parce que voilà, on a les Vikings, après on a le Roi Soleil, on en a en Égypte, on en a en Asie, antique, enfin c'est vraiment trop chouette. Donc de toute façon, métamorphose de ce qu'ils font chez Soleil, c'est toujours trop beau, trop fort. Donc voilà, je vous recommande d'offrir Sacha et Tom Cruise de la série Epiphany Frayeur. Alors je parle de série, pour l'instant on a seulement 2 tomes. Et là on va retrouver Epiphany qui est une jeune fille de 8 ans et demi et qui
et pas dévoré entre guillemets par sa peur, mais suivi comme son nom par sa peur, parce que vous voyez, on a Epiphanie et on a sa peur, enfin son nom qui est sous la forme de peur, et elle a peur de tout, vraiment elle a peur de tout, la moindre chose elle est terrifiée, et dans ce livre du coup on a la représentation de la peur, toujours se poser des questions, qu'est-ce qui risque de m'arriver, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer, enfin vous voyez, elle est... Et je trouve que c'est très bien représenté, vous voyez, on est avec le côté angoisse, anxiété d'une jeune enfant, et je trouve que c'est une très belle série pour apprendre à dompter ses peurs d'une manière, plutôt avec une approche assez pédagogue et ludique, parce que c'est pas du charabia scientifique, vous voyez, il n'y a pas de termes compliqués, c'est avec des mots d'enfants, de jeunes, donc c'est abordable à plusieurs niveaux. Donc voilà, ce tome-là s'appelle Le Tour de la question, donc comment dompter sa peur, qu'est-ce qui a amené cette peur aussi à se développer et à grandir presque plus vite qu'Epiphanie elle-même. Et dans le tome 2, on est sur le temps perdu, donc ce sera un tome où voilà, c'est plutôt la peur du temps qui passe, de l'enfance perdue, de ce qu'elle n'a pas vécu, etc. Donc je trouve que niveau représentation, ce sont des très bonnes BD, et j'ai voulu axer mes choix sur des livres qui mettaient des thématiques en avant qui sont un petit peu différentes de ce qu'on peut voir, des choses drôles, parce que oui, avec une héroïne fille, j'aurais pu vous parler des carnets de cerises, des grimoires d'Elphie, des sœurs Grémier, mais je trouvais que là ça a changé et qu'on n'en parle pas beaucoup, donc voilà pour ça. Avant d'oublier, je vais parler des deux livres que j'ai, enfin des deux bandes dessinées que j'ai pas en papier. Je voulais vous présenter Heartstopper, la série de Alice Oseman, qui met en scène une relation MM, donc entre deux garçons, qui est un roman graphique et qui a aussi été adapté sur Netflix. De toute façon, je vous mettrai la couverture et puis une photo de l'intérieur, parce que j'ai pas du coup de quoi vous montrer. Où là, voilà, on va suivre, je crois que c'est Nathan, je sais plus son nom au premier gars, mais qui est au lycée et qui va se rapprocher de Nick, qui lui est une star dans son équipe de sport, etc., qui a la réputation de l'hétéro par excellence. Et petit à petit, notre personnage principal va développer des sentiments pour Nick, mais il va préférer préserver leur amitié naissante et ne pas dévoiler ses sentiments. Donc on est sur pareil une représentation donc, de la communauté LGBTQIA+, parce qu'on a vraiment plusieurs personnes genrées avec des orientations aussi différentes, etc. On a le thème de l'amitié, de la loyauté, de la quête d'identité aussi, de découvrir qui on est. Et je trouve que c'est très mignon, et voilà, je pense que ouais, dès 13-14 ans ça se lit, donc si jamais petite romance mais que la personne n'est pas très roman, voilà, je pense que Heartstopper fera l'affaire. Et deuxième BD, donc voilà, là on va partir sur le plus adulte. Je voulais parler, j'en ai parlé il y a quoi dans ma hotte hier ou avant-hier, du Passion de Timothée Le Boucher, qui est un policier, enfin un thriller psychologique, un roman graphique, donc pareil, insert et photo de l'intérieur. Où là on va retrouver, alors pareil j'ai plus son prénom, je crois que c'est Antoine, pas du tout. Enfin bref, on va voir la police arrêter une jeune fille en pleine rue qui est à côté de la plaque, qui tient un couteau ensanglanté dans les mains, et quand il remonte la piste, il découvre dans sa maison toute sa famille massacrée. À l'exception de l'un de ses frères qui est dans un état très critique mais qui n'est pas décédé. Donc il va être conduit à l'hôpital et qui va être dans un coma pendant 5 ou 6 ans. Et du coup quand il va se réveiller, bah forcément ça va être un petit peu l'affolement, parce que du coup il se réveille, on va pouvoir avoir des réponses peut-être. Sauf que notre protagoniste, notre patient, a une amnésie partielle ou non, on ne sait pas trop au début. Et Anna ou Anne, une psychologue spécialisée dans ce genre de cas, de drame familial, de victimes, etc., va être attribuée à ce jeune garçon pour essayer avec lui de retracer le fil de cette soirée macabre, ce qui aurait pu amener sa soeur à faire ça, comment ça s'est déroulé, etc. Donc on a vraiment toute une petite enquête à suivre et à faire des théories, et j'ai trouvé ça, la première fois que je l'ai lu, vraiment très chouette, très dynamique. C'est pas mon style de dessin de base, mais l'affaire
ce qui est raconté, ça m'a vraiment happé, donc j'ai vraiment pris plaisir à lire ce bouquin. On a des fois des scènes un petit peu, une ambiance un petit peu dérangeante, un petit peu malaisante, j'ai trouvé. Donc voilà, je dirais quand même à partir de 16 ans parce qu'on a quand même des sujets compliqués, donc plutôt peut-être public averti. Mais si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est plutôt dans le genre de série, téléfilm et tout et qui ne lit pas de romans parce que des fois les policiers c'est un peu dense, je trouve que c'est une bonne alternative en tant que bande dessinée roman graphique. Voilà pour ça. Ensuite on passe à des BD que j'ai. Je vais vous parler de la série Le Château des Animaux que j'ai présentée sur Bookstar. Donc on est sur une réécriture, réinterprétation de La Ferme des Animaux de George Orwell, mais version bande dessinée et avec des dessins que je trouve incroyables. Vraiment, c'est une ambiance que j'ai trouvée très chouette. Il y a 3 tomes de sortie pour l'instant, il y en aura 4 en tout, il me semble, d'après mes recherches. Après, je suis peut-être pas une très bonne chercheuse, mais je vais essayer de vous montrer une planche un peu représentative. Donc pareil, hein, comme dans l'œuvre originale, les humains là ont déserté le château des animaux et donc les animaux se retrouvent livrés à eux-mêmes sous la régence d'un tyran, donc un taureau qui est ici, et forcément jusqu'au jour où à un moment ils vont peut-être en avoir marre et certains de ces animaux vont s'allier pour arrêter d'être épuisés à la tâche et pour se rebeller face à Silvio qui est le président de cette communauté. Donc vous voyez, on est sur un dessin voilà, un petit peu plus, je vais pas dire adulte parce qu'il n'y a pas en soi, ça se trouve il y a des jeunes qui préféreront ce style de dessin, mais voilà, là on n'est pas sur quelque chose de léger, on est quand même sur quelque chose d'assez dense. Et attention parce qu'il y a quand même quelques scènes qui sont un petit peu, qui peuvent choquer un public qui serait pas prévenu, parce que dans le roman c'est sûr que on s'imagine comme on veut, mais là on a vraiment des dessins et des visuels, donc attention. Mais moi qui ai aimé La Ferme des Animaux, pas sans plus, mais j'ai un peu de mal avec l'écriture d'Orwell. Je trouve que c'est vraiment une très bonne alternative et je suis partisane des adaptations des classiques dans des versions BD ou manga ou roman graphique tant que c'est bien fait, parce qu'il y a des trucs c'est scandaleux. Mais pour le coup, celle-ci, si vous aimez le roman et que vous avez envie de faire découvrir l'histoire à quelqu'un qui ne va pas lire, partez sur ça parce que vous pourrez quand même en discuter et c'est vraiment chouette. Pour la dernière BD que je vais vous présenter, alors là on est sur une BD que jamais j'aurais pensé, enfin j'aurais pas lu ça de mon plein gré, vous voyez. J'aurais pas travaillé en librairie, j'aurais pas été vers cette BD. Et c'est mon collègue qui l'a lu et qui a dit lis ça, c'est un ovni. Et là je dirais que je conseillerais ça à des gens qui aiment l'humour absurde. Genre vraiment les trucs bêtes, genre ça n'a pas de sens, ça a ni queue ni tête. Mais c'est à mourir de rire. Genre ça va être sur des petits trucs débiles. Mais avec moi ça a totalement marché. Genre je saurais pas comment vous l'expliquer. Mais je vais vous parler de Boule de Feu. Boule de Feu aux éditions 2024. Donc 2024 c'est une maison d'édition quand même qui est réputée pour proposer des choses assez un peu pas hors catégorie. Enfin je veux dire des choses un petit peu excentriques. Enfin qu'on lirait pas tous les jours. Vous voyez, c'est pas un L'Enfeuse de Troie ou un Titeuf. Et donc dans ce livre, donc là par contre on est sur un côté un petit peu psychédélique. Comme je dis, ça va avec l'ambiance, c'est absurde. Alors attends, je vais essayer de vous montrer une scène, voilà. Vous voyez, on est sur ce style de dessin, donc là vraiment à partir de 16 ans, mais c'est vraiment un public pointu. Genre vraiment si vous voulez offrir cette BD, essayez peut-être d'en parler avec le libraire avant pour voir si vous ciblez bien la personne et le public, parce que on peut avoir de l'humour noir, on peut avoir de l'humour absurde, de l'humour classique, mais voilà, on est sur des couleurs vraiment psychédéliques. Vous voyez, on a ce genre de choses. Du coup, pour l'histoire, parce que je vous vends ça en mode c'est débile et je vous le conseille, donc vous dites what the fuck. C'est what the fuck. On va retrouver donc le personnage de Fernando qui va être envoyé par un espèce de Merlin l'Enchanteur de son pays dans le monde des hommes. Et dans le monde des hommes, il va devoir retrouver Sage Patrix, qui est un grand mage qui pourrait apporter une solution pour équilibrer l'énergie, une espèce de truc rocambolesque comme ça. Et du coup, pendant son aventure, il va faire face à plein de situations plus rocambolesques les unes que les autres, plus bêtes les unes que les autres. Les personnages, vraiment, ils se stupident à souhait. En fait, vraiment, offrez Boule de Feu
à quelqu'un qui a un humour bête, mais non, mais juste quelqu'un d'ouvert d'esprit qui va... C'est trop drôle, genre vraiment, c'est trop... Je le vends super mal, mais c'est trop drôle. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'a fait trop rire, parce qu'à un moment... Attendez, faut que je retrouve la scène. Là, voilà, j'ai retrouvé. Par exemple, vous voyez sur la page de gauche, sur la planche, la planche à gauche, Fernando arrive dans un village pour rencontrer une souveraine, pour l'avertir qu'il faut retrouver Sage Patrick parce que sinon la boule de feu va détruire l'univers. Et donc il faut rééquilibrer l'équilibre. Et du coup, il arrive, le garde du corps de la reine vient voir. Et le premier truc qu'il dit, c'est « Ah, votre coiffure, on dirait le toit en paille des cases. » Vous voyez, genre vraiment, ça sort de nulle part. Et après, il va lui dire « Attention, chaque jour, il y a un mot que la reine ne veut pas entendre, qu'elle déteste. Hier, par exemple, c'était fourchette. Donc s'il prononce le mot fourchette, eh ben, il mourra. » Enfin, vous voyez, genre, c'est trop absurde, mais c'est super drôle. Offrez ça à des gens qui ont, genre Tonton Robert. Vous voyez, on en a déjà parlé, mais c'est typiquement le genre de bon public, je pense. Après, visez juste parce que c'est quand même une BD qui a un petit coût. Je crois qu'elle est à presque entre 25 et 30 euros. Mais, et pareil, elle est très grande. Alors, dans les étagères, ça rentre pas. Ça, c'est pénible. Mais bon. On va passer maintenant au manga. Je vais essayer d'aller plus vite parce que je crois que j'ai plus de temps. Ah quelle heure il est là? 33, ça sonne dans 7 minutes. C'est la merde. Je vous ai présenté sur... Ah, attendez, je vais faire plutôt par ordre d'âge. Donc, en premier manga, un manga plutôt, pareil, je vous ferai un insert pour la jeunesse, donc par 8-9 ans. Si on lit pas des romans, mais on a envie de lire quand même, un manga mignon, je vous conseille Minuscule, qui est un manga qui va mettre en scène un petit peuple, peuple aux 3 pommes, et du coup, on va les suivre dans leur petite vie dans la forêt. Ils vont monter à dos de scarabées, ils vont faire plein de choses et c'est très drôle et pour un premier lecteur ça marche très bien. Après pareil, si vous avez dans votre entourage dans la même tranche d'âge à partir de 10-11 ans, je vous conseille l'atelier des sorciers. On va y rencontrer Coco qui est une petite fille ordinaire qui vit dans un village avec sa maman. Et elle a toujours été fascinée par la magie, sauf que c'est un don rare et donc certains l'ont, certains l'ont pas. Coco qui est fascinée par la magie, un jour elle va tomber sur un sorcier qui est en train de jeter un sort. Et comme ça l'intrigue beaucoup, elle va vouloir essayer de le reproduire, sauf que elle va se rendre compte bien trop tard qu'elle utilise une magie interdite. Et à partir de là, ça va s'enchaîner. Et je trouve que c'est une série jeunesse de manga qui est vraiment très chouette. On la conseille plutôt aux jeunes filles de base, vous voyez, un petit peu dans le style de Magica Doremi, Sailor Moon. Mais je pense que ça peut aussi plaire aux garçons, ma foi. Donc moi j'ai pas pour habitude de genrer les choses. Après oui, orienté par rapport à des lectures ou des personnalités, oui. Mais pour moi ça peut convenir à tout le monde. Donc je vous conseille ça, c'est une série qui est en cours. Je ne sais pas exactement combien il y a de tomes, je dirais qu'il y en a plus d'une dizaine, peut-être 15 ou 12. Je vous préciserai ça en barre d'infos. Mais voilà pour ça. Après pareil, là du coup plutôt pour un public masculin de base. Qui ont aimé Naruto, je vous propose Black Shadow. Black Shadow, c'est drôle, de la bagarre, quand même une petite quête, parce qu'un manga sans que le héros ait une quête, c'est pas réellement une bonne aventure. Donc là, on est dans un royaume où on a 12 généraux, ils appellent ça des généraux, oui. Qui sont aussi des sorciers et qui assurent la sécurité du peuple, ce sont les paladins. Ici on va suivre Junk qui est l'un des fils des paladins, donc lui c'est le fils de l'incarnation du soleil et son père étant très célèbre, il est souvent dans son ombre. Et le jour du coup où Junk va passer sa cérémonie pour devenir un mage, il va se rebeller. Il va décider qu'il y en a assez d'être dans l'ombre de son père, qu'il n'est pas son père, qu'il ne sera pas son père. Et du coup, il va faire une idiotie, la pagaille, et il va se passer quelque chose. J'en dis pas plus parce que c'est un élément central du premier tome, donc je vous laisserai découvrir. Mais voilà, c'est tout ce qui est Naruto, Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, je sais pas comment vous le dites. Ah, me jetez pas la pierre les fans. Mais voilà, ça je vous conseille également. Et dans la même veine, comment ne pas vous parler de Mashle. Mashle qui est sorti en animé récemment, je crois. Je crois que c'est le seul pour l'instant dans ceux que je vous ai présentés. Hilarant chez hilarant. Vraiment, moi j'adore. Ici, on va retrouver du coup Mash
qui est un jeune garçon qui est élevé dans la forêt par son père, enfin ouais, je crois que c'est son père biologique, je sais pas. Et son quotidien, c'est aider son père, faire de la musculation et manger des choux à la crème. Parce qu'il n'a pas de pouvoir magique, et ceux qui n'ont pas de pouvoir magique, bah ça se passe pas très bien pour eux. Et en fait, un jour, on va toquer à leur porte et on va leur dire, bah votre fils, il est pas répertorié, enfin recensé, vous voyez, genre le recensement comme chez vous là pour que vous soyez sur les listes électorales. Et donc, il va pas avoir le choix que de s'inscrire à l'école, alors le nom de l'école, Easton, qui est une académie de magie. Donc là, on a une vibe un peu Harry Potter. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait c'était un peu une parodie d'Harry Potter, mais c'est pas mal fait, c'est pas grotesque. Moi, ça m'a pas dérangé. Au contraire, j'ai trouvé que les clins d'œil étaient vraiment chouettes. Et du coup, il doit donc intégrer cette académie de magie et devenir l'un des meilleurs élèves. Sauf que forcément, intégrer une école de magie, quand on n'a pas de magie, il faut bien trouver une alternative. Et lui, son alternative, bah, ça va être ses muscles. Genre le fait qu'il ait fait énormément de musculation depuis sa plus tendre enfance, il est musclé comme Jaja, le type vraiment Arnold Schwarzenegger peut aller se rhabiller, Thibaut InShape, ridicule à côté, vous voyez. Et bah, c'est comme ça qu'il va arriver à passer à travers les mailles du filet à chaque fois. Et bah, comme je disais, Harry Potter, pareil, il va avoir des acolytes et des ennemis au sein de l'école. Et c'est vraiment trop chouette. C'est pas trop violent, c'est pas gore, c'est un bon entre-deux, je pense, ouais, à partir de 12 ans, foncez quoi. Foncez parce que c'est vraiment chouette. On a une bonne réinterprétation du mythe de la magie, je trouve, dans ce manga. Donc voilà pour ça. Ensuite, dans la même tranche d'âge, je dirais à partir de 13-14 ans, peut-être tous 14. Bon, je parle de celui d'abord. Je vous ai présenté l'autre jour en story Buxa Spy X Family. Donc ici, pareil, on est sur Twilight. Moi aussi, ça m'a perturbée. Vous êtes perturbés, nous sommes tous perturbés. Qui est l'un des plus gros espions du monde et qui, pour une de ses nouvelles missions, va devoir intégrer une école prestigieuse d'aristocrates pour se rapprocher d'un des hauts dirigeants. Et pour ça, qui dit école dit enfant, et donc il va devoir créer une fausse famille. Donc il va falloir qu'il se trouve une fausse femme et un faux enfant, une fausse enfant, ici en l'occurrence. Et ce qui est cocasse, c'est que la fausse femme qui se trouve en fait s'avère être une tueuse à gages. Et la jeune fille Anya est télépathe. Donc elle lit dans les pensées de ses deux faux parents. Et des fois, donc, elle est au courant de choses qu'elle devrait pas être au courant. Et Twilight, lui, il est au courant de rien du tout. Donc en fait, il sait pas qui est sa femme vraiment. Et elle, vice versa, ils savent pas que c'est un espion. Enfin, il y a que Anya qui sait tout. Et c'est vraiment un des personnages centraux de l'histoire. Et tout tourne autour d'elle. Et comme c'est une gosse, bah tout est drôle. Et on a quand même à côté une dimension un peu plus sérieuse parce qu'on a une intrigue politique. Donc voilà, ça c'est un petit peu dense. Donc c'est pour ça que je dirais à partir de 13 ans. 13-14 ans pour avoir toutes les subtilités, mais c'est quand même centré plus sur l'humour et ça fait vraiment bien son taf. Pour l'instant, je crois qu'on est à 11 ou 12 tomes, donc c'est chouette, je vous conseille de l'offrir. Livre suivant, enfin manga suivant, Promise Neverland. Une série terminée, ah non, c'est pas la seule. 20 tomes. Un animé nul à chier, ne le regardez pas, vraiment, foncez sur le livre parce que les adaptations qui suppriment des arcs principaux et des personnages principaux, pour moi, c'est niette. Ici, on va être à... c'est Gracefield House, c'est un orphelinat. Donc, on est avec des enfants, on est avec une gouvernante qui s'appelait Maman, du coup. Et donc, ces enfants sont élevés, nourris, logés. Ils participent aux tâches, ils ont des études pour être en gros des surdoués parce qu'ils ont vraiment tous des QI plus ou moins élevés et à partir d'un certain âge, généralement ils se font adopter et donc il y a une cérémonie pour leur dire au revoir, etc. Et après ils partent à l'adoption. Et un soir, je crois que c'est une des petites filles qui se fait adopter sauf que Emma et Norman se rendent compte qu'elle a oublié son doudou, donc ils vont aller jusqu'à la grille pour rattraper le cortège et lui rendre son doudou. Sauf que quand ils arrivent sur place, attention là dans ce tome là, cette scène là est vraiment un peu gore, donc je pense que c'est l'une des pires de la série. Mais voilà, pareil, 13-14 ans, attention. Ils vont se rendre compte qu'en fait la petite fille est tuée. Est tuée parce que le monde a été envahi par une espèce un peu de démon. Et qu'en fait, la maman, une fois qu'ils sont assez près, les vend à ces démons comme repas. Et en gros, plus l'enfant a une intelligence développée, plus il est savoureux.
Et donc nos personnages se rendent compte qu'ils sont ici pour être élevés comme du bétail et ils vont vouloir s'échapper et monter un plan. Donc ils vont partir d'abord à 3 et ils reviendront chercher les autres. Enfin, on est dans une ambiance un peu post-apocalyptique, dystopique. Ça fait très bien taf, j'ai trouvé ça très chouette. On est jamais tranquille, il se passe toujours quelque chose. Donc ça je vous le recommande. Je pense que c'est ma série de manga préférée, personnellement. Dans un registre cette fois, pareil, là je dirais, on va nous dire public féminin, ça c'est eux qui voient. Pareil, je dirais 12-13 ans, là ça le fait. A Silent Voice, c'est assez connu, c'est terminé, je crois qu'il y a 8 tomes. Je dirais pas de... Vraiment, je vais tout vous lister en barre d'infos sur les tomes parce que les mangas et tout, je suis perdue. Mais ici, on va rencontrer Shoko qui est sourde depuis sa naissance. Elle est à Paris, mais c'est pas toujours simple. Elle vit qu'avec sa mère parce que son père l'a abandonnée. Et elle va intégrer une nouvelle école. Et dans cette nouvelle école, elle va subir du harcèlement. Donc là, on a une représentation du harcèlement aussi par un jeune garçon. C'est quoi son prénom? Parce que moi, les prénoms... Shoya. Donc Shoya va être son harceleur. Et donc violence physique, psychologique, etc. Vraiment horrible. C'est vraiment... Il y a vraiment des scènes dures. Alors attention, parce que voilà, je dis à partir de 13 ans, mais il faut quand même savoir que voilà, le harcèlement ça fait jamais plaisir, mais après ça peut peut-être aussi aider à délier les langues si besoin. Et en fait, donc au final, le Shoya va être l'arroseur arrosé parce qu'une plainte va être déposée contre lui et tous les élèves vont se retourner contre lui et prendre la défense de Shoko. Et au final, ils vont finir par le harceler, il me semble. Je veux pas trop en dire, mais il me semble que la situation se retourne. Et après dans ce manga, les deux, Shoko et Shoya, vont se retrouver et lui il va vouloir s'excuser et tout. Enfin, je trouve que c'est une bonne représentation du harcèlement et que c'est un manga qu'il faut qu'il soit lu parce qu'en plus ça met en scène du handicap. Et il y en a peu, donc il y a Perfect One je crois qui existe avec un fauteuil roulant. Mais je vous recommande. Sur un registre public averti parce qu'on est sur du gore, trigger warning, viol, tentative de viol, meurtre, tentative de meurtre, enfin vous voyez violence et tout. Bully, pareil harcèlement un peu. Anonyme, série terminée en 4 tomes où là on va suivre, je sais plus son prénom, vraiment des prénoms à consonance asiatique, je suis désolée, je suis incapable de les retenir parce que des fois c'est leur nom mais en fait c'est leur prénom, je sais pas. Bref, on a notre jeune garçon qui est collégien, qui vit une super vie parce qu'il va intégrer l'équipe de sport de son collège. Sa crush a des sentiments réciproques donc ils vont commencer à sortir ensemble, tout va pour le mieux jusqu'au jour où dans le couloir il va entendre une altercation. Et quand il va arriver sur la scène, il va découvrir que c'est l'un de ses professeurs qui est en train d'abuser de sa petite amie du coup. Et il va agir, pas forcément de la bonne façon, mais avec une batte de baseball, voilà, de toute façon c'est derrière. Donc je disais, bref, voilà, donc il intervient et il va être obligé du coup après de fuir pour prendre un nouveau départ. Sauf que dans sa nouvelle vie, on va pas le laisser tranquille parce qu'un corbeau va apparaître et va le menacer et tout dévoiler, enfin le faire chanter. Et du coup, la vérité va devoir éclater au grand jour. Cette histoire va revenir sur le devant de la scène. Et voilà, on a toute une enquête, c'est très rythmé parce que c'est en 4 tomes, donc ça va pas trop vite, mais ça va vite. Et j'ai trouvé que c'était parfois difficile, mais nécessaire pareil parce que des fois les coupables sont pas ceux qu'on croit, donc voilà. Je vous conseille ça dans une dimension un peu plus thriller psychologique, policier, voilà, un petit peu plus sombre que les autres. Là on va pas rigoler. Donc voilà, c'était la dernière série de manga que j'avais à vous présenter. J'espère que j'étais assez claire parce que j'ai dû faire vite. Après moi c'est des choses que j'ai lues, que j'ai aimées. Je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde, donc voilà, n'hésitez pas à fouiner un peu par rapport à la liste que je vais vous faire en dessous. Si vous voulez approfondir les recherches, en parler avec vos libraires pour avoir plus d'explications parce que moi, comment je le présente, ça se trouve, eux vont avoir autre chose à ajouter. Mais voilà pour ça, donc c'était la dernière partie de mes recommandations pour Noël. Ça continue jusqu'au 20 décembre sur Bookstar. Donc vous allez sans doute en revoir passer. Peut-être que je vais entre deux en présenter d'autres dont j'aurais pas parlé ici. Mais voilà, là j'ai pu vous présenter des choses très populaires ou alors pas du tout. J'ai essayé de viser tous les âges, donc j'espère que vous trouverez des choses qui conviendront pour votre entourage ou même pour vous. Et la prochaine vidéo, ce sera sans doute ce week-end, il faut que je la tourne, ce sera mon bilan de lecture de novembre. Donc voilà. Sur ce, moi je file au travail parce que je vais être en retard. Je prends mon iced tea parce que j'ai plus de voix et je vous dis à la prochaine. Salut!